Terence Stephen McKean, dit Steve McKean, né le 24 mars 1930 à Beech Grove, Indiana, et mort le 7 novembre 1980 à Ciudad Juárez, Mexique, est un acteur et producteur de cinéma américain, par ailleurs pilote automobile et pilote de moto. Terence Stephen McKean naît au Beech Grove Hospital, Indiana, le 24 mars 1930. Sa mère, Julia Crawford, 1910 à 1965, âgée de 19 ans, est la fille de Victor Crawford et Lillian Thompson, de Saint-Louis. Enfant unique, il n'a pas connu son père, William McKean, un pilote d'avion de voltige aérienne et ancien militaire de la Navy qui quitte sa mère 6 mois avant sa naissance. Danseuse de cabaret se prostituant, sa mère, alcoolique, tout comme son père, l'abandonne à sa naissance dans une ferme. Il est élevé par son grand-oncle, Claude W. Thompson, 1873 à 1957, à Slater dans le Missouri dans la ferme appelée Thompson Farm. Son grand-oncle possédait quelques 40 vaches laitières. Dans un documentaire de 2014, Neil Adams raconte que McKean fera plus tard des recherches pour retrouver son père, mais qu'il ne retrouvera sa trace que quelques jours après la mort de celui-ci. Lorsqu'il a 12 ans, sa mère revient d'Indianapolis pour le reprendre, mais le jeune Terence ne lui pardonne pas de l'avoir délaissé. Il part vivre avec elle à Los Angeles. Adolescent incontrôlable, il se mêle aux bandes de voyous de Los Angeles. Il passe son temps à s'échapper du foyer Boys Republic, dans lequel il est placé, et frôle la délinquance. Il quitte très tôt l'école, s'engage dans la marine marchande et voyage jusqu'en République dominicaine. Il revient aux États-Unis à Port Arthur au Texas. Après un passage chez son grand-oncle à Slater, il part pour l'Ontario au Canada et travaille durant une saison comme bûcheron. Il revient aux États-Unis et participe à un cirque itinérant. En avril 1947, à l'âge de 17 ans, il fait son service militaire chez les Marines à Myrtle Beach en Caroline du Sud, où il est conducteur de chars et mécanicien dans la 2e division des Marines. En 1950, il arrive à New York et, avec son pécule de soldat, s'installe à Greenwich Village où il loue une chambre avec lavabo pour $19 par mois. Il rencontre sa mère, qui a aussi emménagé à New York. Il travaille comme docker en journée et, le soir, fait du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec un étudiant en art dramatique, Mark Riddell. Sans vocation, McKean décide d'embrasser la carrière d'acteur lorsque son copain Riddell lui dit qu'à Hollywood il y a beaucoup de filles. En tant qu'ex-marine, il peut bénéficier des aides financières du GI. Bill pour faire des études, si bien qu'il s'inscrit en juin 1951 à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre de Sanford Meisner, puis étudie à l'école HB Studio durant 2 ans, et à l'Actors Studio de New York. En 1955, il fait ses débuts à Broadway dans la pièce A Hat Full of Rain. En juin 1956, il rencontre la danseuse professionnelle de Broadway Neil Adams, qu'il épouse le 2 novembre 1956. La même année, le couple quitte New York pour Las Vegas, où sa femme trouve un emploi comme danseuse au Casino Tropicana Las Vegas. Elle quitte le casino en 1958, et le couple part s'installer dans une maison à North Hollywood. C'est alors que le producteur de télévision Vincent M. Fennelly et l'agent artistique Abelast Fogel le repèrent et lui font signer son premier contrat pour jouer dans une série télévisée de western appelée Trackdown. En 1956, Steve McKean tourne dans son premier film, marqué par la haine sous la direction de Robert Wise. Sa figuration étant peu importante, il n'apparaît pas au générique. Insolent et incontrôlable, il est longtemps condamné à faire de la figuration. En 1958, il obtient le premier rôle majeur de sa carrière cinématographique avec Danger planétaire, The Blob, un film d'horreur et de science-fiction. Film à l'intérêt limité, l'acteur en plaisantera par la suite, affirmant que c'est son meilleur rôle. Celui-ci sera pourtant déterminant car il le fera repérer par le producteur Dick Powell qui demandera à visionner le film. Impressionné par le jeu de l'acteur qui campe un rebelle solitaire et sans peur, Powell lui obtiendra un rôle dans la série télévisée Au nom de la loi où McKean incarne Josh Randall, un chasseur de primes de l'Ouest américain armé d'une carabine Winchester modèle 1892 à crosse et canoncier. Bien décidé à ne pas laisser passer sa chance, il apporte son expérience, faisant modifier les scénarios et ses dialogues pour rendre son personnage plus crédible. De 1958 à 1961, il jouera dans les 94 épisodes des 3 saisons de la série. Du jour au lendemain, il rencontre le succès et, en peu de temps, devient l'une des figures télévisuelles les plus connues d'Amérique.
Dans les années 1960, il tourne à plusieurs reprises avec John Sturges, d'abord dans La proie des vautours, 1959, qui le révèle auprès des cinéphiles. Mais il fait surtout partie du casting du film Les Sept Mercenaires, 1960, aux côtés de Yul Brynner, Charles Bronson et James Coburn, entre autres. Yul Brynner, la star du film, est la cible pour McKean qui, du fait de son caractère de compétiteur né, s'ingénie à voler les scènes où il apparaît avec la vedette, multipliant les stratagèmes pour déconcentrer Brynner. Pour ce film, McKean a dû simuler un accident de voiture afin de se libérer du tournage de la série Au nom de la loi. Avec ce rôle, il est l'un des premiers acteurs de télévision à faire une transition réussie vers le cinéma. Libéré de son contrat pour Au nom de la loi dès la fin de l'année 1960, il remplace Cary Grant pour la comédie Branle-bas au casino, 1961, puis tourne dans 2 films de guerre, L'enfer est pour les héros, 1962, et, la même année en Angleterre, L'homme qui aimait la guerre. Au cours de l'été 1962, il retrouve John Sturges en Allemagne à l'occasion de la Grande Évasion. Ayant désormais la faveur des producteurs de cinéma, l'acteur comprend que pour rester au sommet, il lui faut imprimer sa marque dans ses rôles. Ne voulant pas n'être qu'un simple acteur dans un film choral, il cherche à donner de l'importance à son personnage. Déçu, il claque la porte du studio. Pris de panique, United Artists accepte de lui adjoindre un scénariste pour mettre en valeur son personnage, McKean faisant réécrire quelques scènes. Ivan Moffat, le scénariste, lui ajoute à sa demande des détails supplémentaires, comme l'utilisation de la balle et du gant de baseball, qui contribueront à son succès. Fan de moto et de course dans le privé, McKean intègre aussi sa passion dans le film en suggérant là aussi des idées personnelles, comme dans la scène de l'évasion de son personnage à moto. Il effectue lui-même plusieurs cascades, les autres étant réalisées par le cascadeur d'Hollywood Bud Ekin, dont il est proche, notamment la scène où son personnage saute par-dessus la barrière de la frontière germano-suisse avec sa moto, scène qui est restée dans les mémoires. Le film est un succès et confirme McKean comme l'un des acteurs les plus populaires du moment. De retour aux États-Unis, on le retrouve pour la première fois dans une comédie sentimentale, Une certaine rencontre, 1963, de Robert Mulligan où il a pour partenaire l'héroïne de La fureur de vivre, l'actrice Natalie Wood. Suivront, la même année, 2 films mineurs mitigés, La dernière bagarre et Le sillage de la violence, qui feront douter ses fans pour la suite de sa carrière. Fin 1964, il retrouve les plateaux de cinéma en incarnant dans Le Kid de Cincinnati le rôle d'Eric Stoner, un joueur de poker professionnel des années 1930. Pour sa première collaboration avec Norman Jewison qui remplace Sam Peckinpah, congédié par le producteur, ce film est l'occasion pour McKean de se confronter au légendaire acteur d'Hollywood Edward G. Robinson. Toujours animé de son esprit de compétition, il demande à Jewison un avis sur Robinson, n'étant pas sûr d'être de taille. Dans la scène où les 2 acteurs jouent au poker l'un contre l'autre, la tension est palpable. D'autres acteurs du film se plaignent au réalisateur des manies de McKean, ce dernier faisant exprès de ne pas les regarder dans les yeux quand il joue. L'apparente décontraction, la réserve et le self-control de McKean cachent en réalité un manque de confiance en soi, Jewison lui disant qu'il a besoin d'un metteur en scène plus âgé que lui, une sorte de père de substitution, pour le faire avancer. C'est le début d'une association fructueuse et loyale entre les 2 hommes. Dans ce film, McKean montre la facette magnétique et glaçante de son jeu d'acteur, liée à sa personnalité ayant pour origine son enfance et sa jeunesse difficile. De 1956 à 1972, Steve McKean est marié avec Nell Adams. De leur union sont nés 2 enfants, une fille, Terry Leslie, 1959 à 1998, et un garçon, Chad McKean, né le 28 décembre 1960. De 1973 à 1978, il est marié en secondes noces avec Ali McGraw et, le 16 janvier 1980 avec Barbara Minty. Il est notamment le grand-père de Stephen R. McKean, qui joue le rôle de Jeremy Gilbert dans la série télévisée Vampire Diaries. Doté d'un pouvoir de séduction indéniable, l'acteur a la réputation d'être un bourreau des cœurs. Il aime s'amuser et, à l'écran comme à la ville, a les plus belles actrices à son bras. Parfois, la frontière entre sa carrière et sa vie privée s'estompe, notamment du fait de la période des années 1960, synonyme d'amour libre à cette époque. Il a du mal à résister à la tentation, bien qu'il aime sa femme et ses enfants. Sa femme, Nell Adams, le laisse faire mais, lorsque sa liaison avec l'actrice Barbara Lee apparaît au grand jour, elle l'accepte difficilement et leur mariage bat de l'aile. Lorsque l'acteur pense que sa femme le trompe, celle-ci lui confirme sa courte liaison avec un autre acteur,
pour se venger de ses infidélités. Du fait de sa consommation de drogue, McKean devient de plus en plus paranoïaque et s'emporte facilement. Finalement, Nell, craignant ses réactions 5, demande le divorce en 1972. En 1972, l'acteur entame le tournage du film Guet-apens, The Getaway, durant lequel il rencontre l'actrice Ally McGraw, mariée alors au producteur Robert Evans, et l'épouse en secondes noces après son divorce, le 31 août 1973. Mais sa paranoïa et sa violence grandissent de plus en plus et ses addictions prennent une grande place dans sa vie. Richard McGraw, père d'Ally McGraw, apprécie son nouveau gendre, ils se saoulent ensemble à la bière et se sentent proches pour avoir tous deux connu une enfance difficile et pleine de rage. Le comportement violent de McKean ne s'arrange pas, il enferme sa nouvelle épouse à leur domicile et lui interdit de poursuivre le cinéma. Ally McGraw s'enfuira après 4 ans passés sous les coups de son mari. McKean ne cesse de cumuler les liaisons et a une aventure plutôt sérieuse avec le mannequin Barbara Minty. Après 5 années d'une union tumultueuse, Ally McGraw et lui divorcent en août 1978, et comme il avait fait signer à cette dernière un contrat de mariage ne prévoyant pas de versement d'argent en cas de divorce et l'avait cantonnée au foyer, elle se retrouve sans le sou. Aussitôt après le départ de sa seconde épouse, il installe la jeune Barbara chez lui. Elle deviendra sa troisième et dernière épouse en janvier 1980 jusqu'à la mort de l'acteur. Steve McKean développe une toux persistante en 1978. Il arrête la cigarette et subit un traitement antibiotique, mais son état ne s'améliore pas. Le 22 décembre 1979, après le tournage du film Le Chasseur, une biopsie révèle un mésothéliome pleural, un cancer de la plèvre incurable, habituellement associé à l'inhalation de poussière d'amiante, particules auxquelles il a été régulièrement exposé lors de ses courses de moto où il porte des combinaisons et des foulards traités à l'amiante. Pour être ininflammable. Dans un documentaire de 2014, sa veuve Barbara Minty, affirme que sa maladie a été contractée alors qu'il était militaire chez les Marines, ayant dû nettoyer lors d'une punition des coques de bateau et, à cette occasion, inhalant par accident des particules d'amiante. En février 1980, on découvre dans son corps la présence de métastases. En juillet 1980, l'acteur qui refuse la chimiothérapie se rend à Rosarito Beach, au Mexique, pour suivre un traitement non conventionnel, après que les médecins américains lui eurent dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour prolonger sa vie. Ce voyage suscite la controverse, car McKean demande un traitement à William Donald Kelley. Celui-ci préconise une thérapie utilisant des lavements au café, des shampoings fréquents, des injections quotidiennes de fluides contenant des cellules de bétail et la prise d'amidaline, un composé qui se transforme en cyanure lors de la digestion, et souvent présenté à tort comme un remède contre le cancer. La seule formation médicale de Kelley est un diplôme en orthodontie et son autorisation d'exercer a été révoquée en 1976. L'acteur retourne aux États-Unis début octobre 1980. Malgré les métastases cancéreuses présentes dans tout son corps, William Kelley annonce publiquement que McKean est en rémission. Son état se détériore pourtant et d'énormes tumeurs se développent dans son abdomen. Fin octobre 1980, il retourne au Mexique, à Ciudad Juárez, pour se faire retirer une tumeur abdominale de plus de 2 kg sur son foie, malgré les avertissements des médecins américains, qui le préviennent que la tumeur est inopérable et que son cœur ne supportera pas une telle opération chirurgicale. Le 7 novembre 1980, Steve McKean meurt dans son sommeil d'un arrêt cardiaque à 3h45 du matin, 12 heures après l'opération visant à retirer ses nombreuses tumeurs abdominales. Il est incinéré et ses cendres sont dispersées dans l'océan Pacifique.